L'école maternelle est une étape essentielle du parcours des écoliers pour garantir leur réussite scolaire. Sa mission principale est de socialiser en donnant envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et s'épanouir. Cependant, de nombreuses écoles primaires ne disposent pas d'école maternelle. Le groupe scolaire Fondation Félix Houphouët-Boigny va bénéficier pour cette rentrée scolaire d'une nouvelle école maternelle. C'est un don de SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire. Nous savons qu'à cet âge, ces enfants manifestent un grand besoin d'encadrement, de qualité pour devenir des adultes de demain. SOS Village d'enfants va construire cet ouvrage pour ces enfants, ces familles qui sont en difficulté. 25 millions de francs CFA pour la construction, l'équipement, la prise en charge des apprenants et le renforcement des capacités des enseignants. Une action saluée par la famille éducative. Nous sommes assurés qu'à travers cette école maternelle, les enfants qui vont y fréquenter vont recevoir une éducation, parce que c'est dès le bas âge qu'on donne la vraie éducation à l'enfant. SOS Village d'enfants est une organisation non gouvernementale créée depuis 1949 et représentée dans plus de 139 pays du monde entier. SOS Village d'enfants en Côte d'Ivoire depuis 1971 est représentée dans 3 communes du pays. La région de la Bagoué reste l'une des régions à faible taux de scolarisation de la petite fille en Côte d'Ivoire. Sur 100 petites filles seulement, 50 ont la chance d'aller à l'école. Depuis 2012, grâce aux campagnes d'information et de sensibilisation, il y a une nette amélioration de la situation. Au cours de l'année, souvent on vient 1 ou 2 fois pour les sensibiliser. Il fut un moment où on faisait venir des femmes pour leur dire si les filles vont à l'école, c'est la même chose qu'elles seront reçues dans certains villages aussi. De moins de 20% en 2012, le taux de scolarisation de la petite fille est passé à 50%. Pour atteindre l'objectif du président de la République, Alassane Ouattara, qui est la scolarisation à 100%, les initiatives pour la sensibilisation se multiplient sur le terrain. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité s'est rendue dans le village de Tendara, département de Koutou. Mariatou Kone est venue sensibiliser les populations sur l'importance de la scolarisation des enfants, surtout de la petite fille. La ministre s'est également prononcée sur les enfants bouviers, fléau qui réduit le taux de scolarisation dans la région. Je vois ici que les filles vont à l'école. Tendara fait partie de l'une des rares régions où la question de la scolarisation pose moins de problèmes dans notre région de la Bagoué. Donc merci à la mutuelle pour ce travail. Pour aider les populations à préparer la rentrée scolaire 2017-2018, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a fait des dons de kits scolaires. Le temple du Casa des Deux Plateaux a vibré au rythme du Jiu-Jitsu avec les combats au sol et les épreuves de fighting system. Au total, 45 combats ont meublé cette journée du championnat national du Jiu-Jitsu et de défense personnelle. En finale, du Newaza, Jean-Philippe Sauvy de l'AEJJ prend rapidement la mesure de Donga Okie de la SOA. Dans la catégorie des moins de 69 kg, Toussaint Yao s'impose par immobilisation face à Alexandre Kouassi. Chez les moins de 94 kg, Moïse Cocotré de l'AEJJ prend le dessus sur Philippe Ganli sans trop forcer. L'attraction du jour est venue de la catégorie des moins de 85 kg dans le combat entre Métankone et Stéphane Bazier. Ces 2 tireurs se tenaient jusqu'au terme du combat. Finalement, il a fallu patienter quelques secondes pour voir le sociétaire de Koumassi Jiu-Jitsu l'emporter aux dépens de Stéphane Bazier. En moins de 74 kg, Aristide Dibonan n'a éprouvé aucune difficulté pour venir à bout d'Anissé Kwame. Enfin, dans la dernière confrontation, catégorie moins de 77 kg, Yannick Zouzoua de Yopkro Jiu-Jitsu Club a eu raison de son coéquipier Béranger Seka de la même écurie.
C'est donc à juste titre que Yopkro Jiu-Jitsu Club remporte le championnat avec au total 2 médailles d'or, 1 en argent et 1 en bronze. Bel esprit de convivialité salué par le président Paul-Aimé Krizoua. Ça a été une très belle manifestation, une belle journée, dans la mesure où vous avez vu avec nous tout l'engouement qu'a suscité cette compétition. Dans l'ensemble, nous sommes énormément satisfaits. Un véritable test grandeur nature. En attendant les championnats d'Afrique prévus du 22 au 24 septembre à Brazzaville, au Congo. Haïlé Sélassié est déposé calmement par une junte militaire le 12 septembre 1974 après des mois d'insurrection. L'Éthiopie vit un jour historique. La dynastie salomonide, vieille de 7 siècles et dont est issu le Négus, cesse de gouverner l'Empire. Ce matin du 12 septembre 1974, tout se passe calmement au sein du palais impérial d'Addis-Abeba. Seuls les blindés positionnés méthodiquement autour de la résidence du Négus signalent que cette journée n'est pas comme les autres. Les membres du comité de coordination des forces armées lisent à haute voix le décret promulguant la déposition d'Haïlé Sélassié. Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié est déposée à compter de ce jour 12 septembre. Le prince héritier Méride Azmach Asfa Hossein assumera les fonctions de roi d'Éthiopie. La cérémonie de couronnement aura lieu lors du retour au pays du prince héritier. Le roi sera un personnage honorifique et n'aura aucune autorité sur l'administration et sur la politique du pays. Le Négus reste impassible. Voilà quelque temps déjà qu'il avait accepté son sort. L'issue était inéluctable tant la révolte sourde qui agitait le pays depuis le début de l'année 1974 était devenue intenable. Ce jour-là, la seule manifestation de violence à l'encontre du souverain viendra de la foule qui criera dans les rues de la capitale « Voleur, pendez-le ». Au moment où il sortira du palais du Jubilé, sous étroite escorte militaire pour monter dans une coccinelle bleu clair. Cela fait des mois que la société éthiopienne bouillonne. Dans les campagnes de la région du Wolo, le terrible voile de la famine s'est abattu depuis 1973, faisant près de 200 000 morts. À Addis Abeba, chaque journée est ponctuée de manifestations d'étudiants mus par une idéologie marxisante. Alors que la catastrophe humanitaire du Wolo est tuée par le pouvoir, des universitaires et des étudiants s'organisent. Certains décident de se rendre dans cette région du Nord pour témoigner de la famine. Entre janvier et septembre 1974, toutes les couches de la société expriment leur mécontentement pacifiquement ou violemment. Des soldats se mutinent à Debre Saïd le 10 février ou encore dans la province érythréenne qui n'est pas encore indépendante à Asmara le 25 février. On s'attaque aux bus de la société de transport et on vilipende le régime autocratique, féodal et l'aristocratie qui vit dans un luxe ostentatoire. Le 5 mars 1974, le Négus s'adresse à ces sujets promettant des réformes et l'instauration d'une monarchie constitutionnelle. Mais il est déjà trop tard. L'heure est à l'auto-organisation et à la révolte. Le 7 mars, l'Éthiopie vit sa première grève générale. Plus inquiétant encore, des dignitaires de l'Église orthodoxe, institution réputée acquise à l'empereur, manifestent contre la corruption dont seraient coupables des personnes proches du pouvoir. Emprisonné à la suite de sa déposition, Haïlé Sélassié décède dans des conditions mystérieuses, près d'un an après sa chute, le 27 août 1975. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer les causes de son décès. Strangulation, complications liées à une opération. Pour certains, il serait mort étouffé par Mengistu sous un oreiller imbibé d'éther. Aujourd'hui encore, les circonstances de sa disparition n'ont pas été clarifiées.